Mercredi 26 juin 2024, Djoliba Evening News, les titres. Visite du colonel Assimi Goïta au Burkina Faso, l'élaboration de stratégies de lutte commune contre le terrorisme dans les pays du Sahel fut l'un des sujets discutés avec son homologue du Burkina Faso. Les détails dans ce journal. Nous parlerons de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Plus de 60 tonnes de stupéfiants détruits par l'Office central des stupéfiants du Mali. On en saura davantage dans ce journal. Ailleurs, nous irons entre autres au Kenya pour parler des manifestations qui ont conduit à l'assaut du Parlement. À retrouver les détails dans la page internationale. Ravi de vous retrouver pour le Djoliba Evening News. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information. Je le disais en titre, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a effectué une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso ce mardi 25 juin 2024. Une première visite officielle du colonel Goïta sur le continent au cours de laquelle les deux présidents ont échangé sur plusieurs sujets, notamment sécuritaires et de coopération bilatérale pour le développement économique et la consolidation de l'Alliance des États du Sahel. Lors des discussions, Assimi Goïta s'est exprimé sur la lutte contre le terrorisme au sein de l'Alliance. Cheikh Oumar Mariko pour les détails. Cette visite au pays des hommes intègres revêt une importance particulière car elle vise à consolider les liens de coopération entre le Mali et le Burkina Faso. Le président de la transition, Assimi Goïta, s'est exprimé sur la lutte commune contre le terrorisme et d'exprimer les ambitions de cette coalition dans le combat contre les menaces sécuritaires transnationales. Nous avons pris notre destin en main et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie, et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. En ce sens, selon Assimi Goïta, la lutte commune contre le terrorisme devrait conduire à une réduction des attaques terroristes, à la restauration de l'autorité de l'État dans les zones affectées et à un climat de sécurité propice au développement socio-économique. Toutefois, les opérations militaires coordonnées et les échanges de renseignements ont permis de déstabiliser plusieurs groupes terroristes. Et c'est là que ce soit sur le plan terrestre et aérien, les opérations sont couramment menées et avec beaucoup de résultats. Vous le savez comme moi, il y a eu beaucoup de leaders terroristes qui ont été tués au Burkina, au Mali, au Niger. Et dont le plus récent est Igo, qui a été recherché par l'armée américaine. Mais aujourd'hui, que nous sommes parvenus à neutraliser avec succès. Et on a une très bonne dynamique au sein de nos trois États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon conjointe. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes. Beaucoup de bases ont été détruites. Assimi Goïta salue une relation bilatérale fructueuse avec l'arrivée de son homologue Ibrahim Traoré. Et force est de reconnaître que cette coopération sur le plan sécuritaire avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. Aujourd'hui, cette coopération se situe à trois niveaux. D'abord, le premier volet, ça c'est le volet de la formation. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestre ou aérienne. Aussi, il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. Il a aussi appelé à une action collective renforcée pour atteindre les objectifs de paix et de développement dans la région. Cette visite symbolise l'engagement résolu des pays membres de l'AES à collaborer étroitement pour un avenir sécurisé et prospère pour leurs populations respectives. Le président Assimi a regagné Bamako le même soir avec sa délégation officielle. En bref, un communiqué relatif à la suspension des activités de l'orpaillage. Bamako le 25 juin 2024, conformément à l'arrêté interministériel numéro 1907 MMMATD MSPC
MEADD du 1er juillet 2015, le ministre des Mines informe l'opinion publique de la suspension des activités de l'orpaillage sur toute l'étendue de la République du Mali de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2024. Le ministre des Mines exhorte les autorités administratives et coutumières, les organisations de la presse ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette disposition pendant la période indiquée. Le ministère des Mines s'est compté sur la compréhension de tous. Un document signé Amadou Keïta, chevalier de l'Ordre national du Mali. Un autre point de l'information dans le cadre de la tenue des activités de la Semaine du numérique au Mali. Un panel a été initié ce mercredi 26 juin 2024 au Centre international de conférences de Bamako. Les panélistes venus du Niger, du Burkina Faso ont échangé sur les difficultés liées à l'usage des plateformes des réseaux sociaux au sein de l'AES. Le compte rendu avec Idrissa Sagara. La semaine du numérique a débuté à Bamako ce lundi 25 juin 2024. Au cours de la tenue de ces activités, un panel a été initié, l'occasion pour les acteurs concernés venus des pays de l'AES d'échanger sur les questions liées au développement du numérique au Mali, au Burkina Faso et au Niger. L'évolution du numérique au sein des pays de l'AES est fondamentale. En développant le numérique, il y a également l'utilisation des réseaux sociaux qui sont des dérivés de l'Internet et qui ont joué également des rôles très importants, même pour la formation des pays de l'AES. Et le Mali particulièrement, on doit avoir une volonté politique aujourd'hui de booster le secteur de l'Internet, précisément le secteur du numérique. Toutes les nations aujourd'hui, toutes les grandes puissances aujourd'hui sont en train de bâtir leur économie sur le numérique. Mais les pays africains sont à la traîne. Peut-être sûrement on n'arrive pas encore à mesurer l'importance et l'apport du numérique à l'économie et au pays. Mais particulièrement dans notre pays comme le Mali et à l'image des autres pays de la CEDEAO, je suis sûr et certain que si nous faisons la bonne utilisation de l'Internet, non seulement on va réduire drastiquement le chômage, on va fixer la jeunesse et on va développer la compétence comme le Rwanda en a fait aujourd'hui, qui est comme un exemple en matière de numérique. Des solutions ont été également proposées pour minimiser les risques des réseaux sociaux. Donc parmi ces solutions, par exemple, il y a le développement des applications locales, parce que toutes les solutions des réseaux sociaux, ce que nous appelons communément les Facebook, les Twitter, les Instagram et autres, ce sont des plateformes, des solutions qui ont été développées par d'autres. Où nous, ici, par exemple, nous n'avons pas tout le contrôle. Alors que si nous développions nos propres solutions, donc ce sont des solutions qui seront adaptées à nos cultures, ce sont des solutions qui seront adaptées à nos mœurs. Et là, on peut vraiment avoir un contrôle. Si, par exemple, on se rend compte qu'au niveau de telle ou telle solution, il y a telle ou telle chose qui ne va pas, on peut vraiment corriger parce que c'est local, c'est développé par nous-mêmes. En plus de ça, il y a la sensibilisation aussi qui a été évoquée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc s'ils sont sensibilisés, ils sont éduqués par rapport à ça, il y a plein de dérives, plein de risques, plein de dangers qu'ils peuvent vraiment éviter. Au cours de la journée, un autre panel a été initié sur les différentes stratégies de l'interdépendance technologique face à la souveraineté numérique. Cette rencontre a rassemblé 5 panélistes, dont 3 Maliens, un Nigérien et un Burkinabé. Le 26 juin est une journée dédiée à la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues à l'échelle mondiale. Au niveau national, cette journée est célébrée sous le thème « Prévenir et réduire les risques liés à la consommation de substances illicites afin de ne pas laisser s'installer l'addiction ». Pour l'occasion, l'Office central des stupéfiants a procédé à l'incinération de plus d'une 60aine de tonnes de stupéfiants à Diogar. Cela représente les quantités de drogue et autres produits stupéfiants saisis par l'OCS entre juin 2023 et juin 2024. Notre reporter Aboubakar Sangaré y était, suivant son compte rendu. Ces camions sont remplis de produits stupéfiants destinés à la destruction. C'est plus de 60 tonnes de drogue saisies par l'Office central des stupéfiants entre juin 2023 et juin 2024. Cette opération est une expression éloquente de l'engagement des autorités dans la lutte contre la drogue. À l'occasion de cette journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Les jeunes qui constituent 49% de la population, et aujourd'hui ils sont exposés au risque
de la consommation de drogue. Alors incinérer une telle quantité, une soixantaine de tonnes, alors ça nous rassure. Ça nous rassure quand on sait que ces drogues ne feront plus de mal à ces jeunes-là. La consommation des stupéfiants est un phénomène qui gangrène de plus en plus la jeunesse. Voici donc 60 tonnes de drogue qui désormais ne seront que des cendres. Un processus engagé pour un Mali sans drogue. Et ces produits sont composés vraiment de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis, du crack, et aussi vraiment d'autres produits dérivés vraiment des produits stupéfiants. Lorsqu'on estime vraiment la quantité que nous venons de détruire, vraiment cela s'élève vraiment à des dizaines de milliards de francs CFA. En tant que vous voyez ici, ce n'est pas vraiment l'ensemble du territoire, c'est 4 de nos antennes, à savoir l'antenne de Bamako rive gauche, l'antenne de Bamako rive droite, la cellule aéroportée anti-trafic qu'on appelle communément 4, qui est au niveau des aéroports du Mali, et aussi l'antenne de Kouloukourou. Cette incinération se fait à partir vraiment des textes qui ont été vraiment, qui sont là. Les opérations menées par l'Office central des stupéfiants au cours de cette année ont permis l'interpellation de 543 individus sur 701 personnes mises en cause, dont 201 consommateurs et 224 vendeurs. 158 présumés suspects sont activement recherchés parmi les 101 personnes mises en cause. Parmi les interpellés, il y a 534 Maliens et 11 étrangers. Les partenaires félicitent les autorités pour ce résultat. Du jour, je peux dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits des résultats faits par l'Office central des stupéfiants dans la lutte contre la drogue au Mali, car nous voyons de plus en plus il y a des saisies et les saisies ne cessent d'être faites, d'être réalisées. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ces résultats, mais aussi nous attendons quand même qu'il y ait un investissement beaucoup plus dans les actions de sensibilisation auprès de la population civile afin qu'elle puisse limiter la consommation de drogue et de produits stupéfiants. Du fait contre ce mal de la société, dans les fumées partent désormais ces stupéfiants qui allaient toxiquer le pays. Pendant la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Sikasso, il a mentionné 3 difficultés qui constituent un défi pour le Mali, à savoir le terrorisme communicationnel et le terrorisme économique. En ce qui concerne le terrorisme économique, nous avons approché l'honorable Ali Tunkara, membre du CNT et président de la Maison russe au Mali, qui donne son point de vue sur la piste de sortie de crise économique. Il est au micro de Moussa Temine. Bon, comme l'a dit le chef de l'État, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il faut se débarrasser des chaînes coloniales. Il a appelé à l'abandon du franc CFA et en faveur de notre propre monnaie. Et il a appelé une fois de plus d'être vigilant dans la lutte contre le terrorisme économique qui est en train de se passer. Parce qu'il y a eu des événements tout récents qui ont démontré cela. À mon avis, je crois que la solution apportée par M. Diop, c'est-à-dire de ce qui concerne les BRICS, de ce qui concerne l'intérêt qu'on peut apporter aux BRICS, qui est une très bonne chose parce qu'en réalité, le BRICS plus, c'est-à-dire le nouveau BRICS, parce qu'ils étaient 5, donc il y a eu un ajout. Bon, et ça intéresse un grand nombre de pays. Bon, ça intéresse un grand nombre de pays. Et la principale caractéristique de cette organisation est le respect des intérêts de chacun des participants. Bon, les BRICS plus peuvent être comparés à l'AES en Afrique. D'une manière générale, c'est qu'une fois de plus, nous soutenons les actions des autorités de la transition. Nous soutenons cette tendance à vouloir vraiment faire de notre souveraineté une réalité. À présent, suivons les nouvelles du monde dans le récit de la page internationale, un récit signé Fatoumata Silla. Un ambitieux projet de pipeline soutenu par la Chine visant à faire du Niger un exportateur de pétrole se retrouve confronté à une série de défis critiques. Exacerbé par une crise de sécurité interne et un différend diplomatique avec le Bénin voisin. Le Niger évoque la possibilité de faire transiter le pétrole par le Tchad et le Cameroun voisin. Cette alternative, ainsi que celle du Nigeria, avait déjà été envisagée initialement
avant que les autorités nigérianes ne privilègent le pupilène vers le Bénin. Une préoccupation majeure réside dans l'impact potentiel de l'arrêt du pupiline sur la croissance économique globale du Niger. La Banque mondiale avait prévu que l'économie nigérienne, avec un taux de croissance projeté à 6,9% cette année, serait la plus dynamique d'Afrique. Les exportations de pétrole étant un moteur essentiel, les deux nations subissent des pertes économiques significatives, trouvant également privées de millions de dollars en frais de transit. Le président kenyan a fait un appel aux gens du peuple à son arrivée au pouvoir en se décrivant comme un débrouillard promettant de soulager les difficultés économiques. Mais les chaos meurtriers de mardi dans la capitale, Nairobi, montrent à quel point le soutien dont il bénéficie s'est effrité. Une partie du Parlement a brûlé alors que les manifestants se précipitaient à l'intérieur et que les députés s'enfuyaient. Des corps gisaient dans les rues et des soignants. L'armée a été déployée. Un mouvement de jeunes avait mis en garde le gouvernement du président William Ruto contre l'adoption d'une loi de finances qui, selon eux, aggraverait les difficultés économiques. Le projet de loi de finances devait permettre d'augmenter ou d'introduire des taxes ou des redevances sur une série d'articles et de services quotidiens, tels que les données Internet, le carburant, les virements bancaires et les couches. Certaines mesures ont été supprimées au fur et à mesure que la couleur montait. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement kenyan pour générer 2,7 milliards de dollars de recettes intérieures supplémentaires. Le projet de loi de finances 2023 signé par M. Ruto était également impopulaire car il prévoyait une taxe sur les salaires pour le logement, mais la couleur n'avait rien de comparable. L'opposition politique kenyane a quitté avec fracas la séance de mardi, au cours de laquelle le projet de loi a été adopté. La CPI a placé mardi des mandats d'arrêt à l'encontre du chef de l'armée russe et l'ex-ministre de la Défense. Valéry et Sergei Shoigu sont les deux accusés d'être responsables de crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens civils et à causer des dommages accidentels excessifs à des civils, ainsi que du crime contre l'humanité en Ukraine. La Cour qui siège à La Haye considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les deux suspects portent la responsabilité de frappes de missiles menées par les forces armées russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes entre le 10 octobre 2022 au moins et le 9 mars 2023 au moins. Kiev a rapidement salué cette décision quand de leur côté les autorités russes l'ont jugée insignifiante. Rappelons que la CPI avait déjà émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en mars 2023. En réponse, Moscou a émis son propre mandat d'arrêt contre le procureur de la CPI, Karim Khan. De retour sur ce plateau, nous recevons l'invité de ce journal. Il s'agit de Mohamed Bari, président de la commission d'organisation du FestiSchool. Il est justement venu pour parler de ce festival qui est à sa première édition et qui se tiendra du 27 au 29 juin 2024 au Palais de la Culture de Bamako. Monsieur Bari, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Djoliba TV News. Inch'Allah, merci beaucoup. Bien, alors vous êtes venu pour parler de FestiSchool. Alors c'est quoi FestiSchool et quel est l'objectif de ce festival? Alors FestiSchool, c'est le festival des élèves étudiants du Mali, organisé par le mouvement IMPUB, mouvement des présidents des universités privées. Et le festival a pour objectif de faire sortir le savoir-faire de l'élève et étudiant malien, même le jeune malien en tant que tel aussi. D'accord. D'accord. Et ça va concerner quel domaine hormis ce à quoi on s'attend, qui est l'éducation? Effectivement, le festival se passera sur 3 points, à savoir la jeunesse en tant que telle, l'éducation et la culture. D'accord. D'accord. Le programme sera composé de quoi? Bon, nous avons un programme qui est subdivisé en des grandes parties, un volet culturel et un volet pédagogique aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir de quoi va parler le volet culturel et le volet pédagogique? Évidemment, au niveau de la culture, nous allons représenter presque toutes les ethnies du Mali, essayer de toucher aussi un peu les régions du Mali à travers un défilé culturel et essayer aussi de faire la chorégraphie qui est basée uniquement sur les danses traditionnelles. Aussi une activité surprise appelée Miri Nitasi. Cette activité sera présentée demain, le 27 même, après juste la cérémonie de lancement du festival. D'accord. Et maintenant, l'activité pédagogique consiste au niveau de l'activité pédagogique, nous
nous envisageons de faire beaucoup de choses, à savoir mettre en place un cadre d'échange qui sera composé que des élèves et étudiants du Mali, qui parleront sur 3 thématiques, à savoir, comme je l'ai dit bien, la culture, la jeunesse, aussi l'éducation malienne en tant que telle. D'accord. Oui. Alors, quels sont les résultats attendus après cet événement? Bon, déjà, à travers le résultat à notre niveau, nous, on aimerait vraiment voir la participation des élèves étudiants du Mali, aussi développer les différentes compétences du jeune malien en tant que tel afin de valoriser leur talent. Voilà. D'accord. Si vous aviez un message pour ces jeunes pour qu'ils sortent massivement, c'est quoi le message et votre mot de la fin? Bon, tout ce que je tiens à dire à la jeunesse malienne, le temps est venu pour nous de vraiment penser à notre pays. D'accord. Développer un pays ne peut pas se baser uniquement sur des activités, des festivités seulement. Il est temps vraiment que cette jeunesse malienne prenne conscience de ce qui se passe dans son pays. Du coup, nous leur invitons de se joindre à nous pour qu'on puisse faire ce festival qui est tous à sa première édition. Et voir comment est-ce qu'on va faire dans l'avenir, quoi, Inch'Allah. D'accord. Oui. Donc, merci Mohamed Bari. Je rappelle que Festischool, c'est du 27 au 29 juin 2024. Effectivement. Au CICB, au Palais de la Culture, pardon. Donc, tous les élèves et étudiants, que ce soit du public, du privé, sont tous invités. Ils sont tous invités. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Et nous nous ferons le plaisir de nous revoir très prochainement. Il n'y a pas de problème. C'est la fin de l'entretien avec Mohamed Bari, président de la commission d'organisation de Festischool. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de Djoliba TV News. Djoliba Evening News.